Le monde retient son souffle aujourd'hui face à ce qui pourrait constituer un basculement historique, non seulement pour l'équilibre précaire du Moyen-Orient, mais pour la stabilité de l'ordre mondial dans son ensemble. Nous assistons à une accélération spectaculaire et périlleuse des événements sur le front maritime, là où la puissance militaire américaine et les ambitions régionales de Téhéran se percutent désormais de plein fouet. Les faits, d'une gravité exceptionnelle, se sont déroulés en deux temps, marquant une rupture nette dans la gestion du blocus imposé à la République islamique. Tout a commencé il y a 48 heures avec l'arraisonnement d'un premier navire, une opération dont les révélations ultérieures allaient mettre le feu aux poudres. Après avoir analysé minutieusement la cargaison de ce premier bâtiment, les forces navales des États-Unis ont procédé, au cours de la nuit dernière, à la saisie d'un second navire iranien, confirmant une stratégie d'interdiction globale qui ne laisse plus aucune place à l'ambiguïté. Ce que les inspecteurs américains ont découvert à bord du premier navire est de nature à redéfinir les enjeux technologiques de ce conflit. Il s'agissait de composants militaires d'origine chinoise, des pièces critiques dont le corps des gardiens de la révolution islamique avait un besoin vital, presque désespéré. Cette urgence absolue explique pourquoi un navire civil a pris le risque insensé d'ignorer les avertissements répétés de l'US Navy pendant 6 heures consécutives. Une éternité en haute mer où chaque minute de défi peut mener à une issue fatale. Pendant ce laps de temps, l'armée américaine a multiplié les sommations radio et les manœuvres de dissuasion à l'encontre du Tusca, ce bâtiment qui tentait de forcer le blocus établi dans le golfe d'Oman. Malgré la présence menaçante d'un navire de guerre américain à ses côtés, le Tusca a maintenu son cap, refusant de se soumettre aux ordres, avant d'être finalement abordé et saisi par les forces spéciales américaines. La question qui brûlait toutes les lèvres trouve aujourd'hui sa réponse. Que transporter ce cargo pour justifier un tel mépris du danger ? Des sources de sécurité de haut niveau ont confié à l'agence Reuters que la cargaison était composée de matériaux de pointe à double usage, spécifiquement destinés à la reconstruction et à la modernisation de l'arsenal balistique iranien. On parle ici d'alliages spéciaux capables de résister aux températures extrêmes des tuyères de missiles, d'appareils électroniques de précision indispensables au système de guidage et de canalisation sophistiquée pour les circuits de carburant. En somme, tout le nécessaire pour reconstituer une puissance de feu que l'Iran a vu s'éroder ou se consumer au fil des récents affrontements. Cette information, bien que largement passée sous silence par les circuits médiatiques traditionnels et souvent filtrée par les algorithmes des réseaux sociaux, constitue pourtant le cœur battant de la crise actuelle. Alors que la tension est à son comble, le président Donald Trump a tenu à clarifier la position de Washington lors d'une interview fleuve accordée ce matin. Le chef de l'État américain a rappelé que le cessez-le-feu actuel arrive à expiration dès demain et que son prolongement ne tient qu'à un fil, ou plutôt à la volonté réelle de Téhéran de négocier de bonne foi. Le président a été on ne peut plus explicite. Si des progrès notables sont enregistrés dans les pourparlers, il se dit prêt à laisser la diplomatie suivre son cours, mais il refuse de s'engager sur une durée indéfinie. Il estime que le temps presse et que les deux parties sont désormais au pied du mur. Trump a peint le portrait d'une nation iranienne au potentiel immense, peuplée de gens extraordinaires, mais tragiquement dirigée par des leaders qu'il qualifie de durs et de sanguinaires. Son message est un mélange de menaces et d'ouverture. L'Iran peut redevenir une nation prospère et légitime s'il accepte un accord, mais il doit comprendre que la puissance américaine est sans commune mesure et que Washington n'hésitera pas à user de la force si le bon sens ne l'emporte pas. Cette interview a également permis d'en apprendre davantage sur le second arraisonnement, une opération de grande envergure menée par les Marines. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cet incident n'a pas eu lieu dans les eaux chaudes du Moyen-Orient. Le département de la guerre a publié une déclaration détaillant une opération de droit de visite et d'interdiction maritime menée contre le Tiffany, un méthanier apatride sous sanction, intercepté sans incident dans la zone de responsabilité indo-pakistanaise. Les cartes de navigation confirment que l'action s'est déroulée à l'est du Sri Lanka, à l'approche du détroit de Malacca, bien loin du périmètre initial du blocus. Cela démontre que les États-Unis appliquent désormais une politique de tolérance zéro à l'échelle mondiale. L'objectif est clair, démanteler les réseaux de contrebande illicites et priver le régime iranien de tout soutien matériel ou financier, peu importe l'endroit où opèrent les navires incriminés. Les eaux internationales ne sont plus un refuge pour ceux qui soutiennent Téhéran. Pour comprendre la portée de cette stratégie, il faut se pencher sur le fonctionnement de la flotte de l'ombre iranienne.
Depuis qu'il est devenu l'un des pays les plus sanctionnés au monde, l'Iran a mis en place un système complexe de transport de pétrole. Des pétroliers chargés de brut quittent les ports iraniens, désactivent leurs balises de localisation et attendent en haute mer, parfois pendant des semaines, qu'un acheteur soit trouvé. Une fois la transaction conclue par des circuits financiers opaques, le pétrole est transféré de navire à navire. Les États-Unis ont décidé de frapper au cœur de ce système en traquant ces navires jusque dans l'océan Indien. Cette pression économique maximale vise à étrangler les revenus du régime pour le forcer à capituler à la table des négociations. Justement, les regards se tournent désormais vers Islamabad, au Pakistan, où une nouvelle rencontre de la dernière chance semble se dessiner. Le vice-président J.D. Vance est attendu sur place pour diriger la délégation américaine, bien que son départ de Washington ne soit prévu que pour ce soir. Ce délai soulève des questions, car le vol vers le Pakistan dure environ 16 heures, ce qui rend impossible toute rencontre avant l'expiration officielle du cessez-le-feu. À Téhéran, les signaux sont contradictoires. Certains médias officiels annoncent la participation de l'Iran aux discussions, tandis que d'autres la démentent, illustrant les fractures internes ou une volonté délibérée de gagner du temps. Pour les analystes, il faudra attendre de voir un avion iranien décoller physiquement vers Islamabad pour avoir la certitude que le dialogue est maintenu. En attendant, le spectre de la guerre plane à nouveau. Donald Trump n'a pas caché qu'il était prêt à ordonner de nouveaux bombardements si aucun accord signé ne se matérialisait rapidement. Il se flatte d'avoir reconstruit une armée américaine qu'il juge plus puissante que jamais, contrastant avec l'état dans lequel il l'avait trouvée après le mandat de Barack Obama. Dans l'esprit du président, la menace militaire est le meilleur levier pour obtenir des concessions nucléaires majeures. De son côté, l'Iran semble miser sur une stratégie de résistance à long terme, pariant sur un effritement du soutien politique interne aux États-Unis à cause de la hausse des prix de l'énergie et de l'instabilité des marchés financiers. Cependant, cette lecture iranienne de la situation pourrait être une erreur de calcul fatale. Si les prix du pétrole ont effectivement grimpé pour atteindre environ 85 $ le baril, il reste loin du pic de panique des 110 $ observé au début des hostilités. Parallèlement, les marchés boursiers américains continuent d'afficher une résilience surprenante, atteignant des sommets historiques il y a seulement quelques jours. La pression interne sur la Maison-Blanche est donc bien moindre que ce que Téhéran espère. Des sources de renseignement indiquent que Trump et ses alliés, notamment israéliens, ont les ressources nécessaires pour maintenir cette opération de blocus pendant des mois s'il le faut. Les conséquences de ce bras de fer commencent à se faire sentir de manière inattendue jusque dans la vie quotidienne des citoyens du monde entier. Un exemple frappant nous vient de Malaisie, où le leader mondial de la fabrication de préservatifs, Carex, a annoncé une hausse imminente de ses prix de 20 à 30%. En cause, l'impact massif de la guerre sur l'industrie pétrochimique, les retards de livraison et l'explosion des coûts de fret. Ce détail, qui peut paraître anecdotique, souligne à quel point l'économie globale est interconnectée et comment un conflit localisé peut perturber des chaînes d'approvisionnement essentielles. Pour l'Iran, la situation est dramatique. Privé d'exportations pétrolières et confronté à un blocus qui empêche toute entrée de fournitures critiques, le pays s'enfonce dans une crise économique sans précédent. Certains historiens font déjà le parallèle avec la fin du XIXe siècle, sous la dynastie Kadjar, lorsque des décisions de la classe dirigeante avaient hypothéqué l'avenir du pays pour des décennies. L'histoire semble se répéter alors que le régime actuel s'envisage dans un jeu de survie dont l'issue reste plus incertaine que jamais. Entre les manœuvres audacieuses en mer d'Oman, les interceptions stratégiques au large du Sri Lanka et les ultimatums lancés depuis Washington, les prochaines 48 heures seront déterminantes pour savoir si la raison l'emportera à Islamabad ou si le Moyen-Orient sombrera dans une nouvelle phase de chaos armé. Le monde attend de voir si le tapis rouge des négociations pourra enfin remplacer le bruit des bottes et le fracas des arraisonnements. Chaque détail de cette crise, chaque cargaison saisie et chaque déclaration présidentielle nous rappelle que nous vivons un moment de bascule où la géopolitique se joue sur les vagues de l'océan Indien autant que dans les bureaux feutrés des diplomates. La détermination américaine semble inébranlable, tandis que l'Iran joue sa dernière carte dans un isolement croissant. L'enjeu n'est plus seulement de savoir qui contrôle les routes maritimes, mais quel sera le visage du nouvel ordre mondial qui émergera de cette confrontation totale. Les citoyens iraniens, pris au piège entre les sanctions et l'intransigeance de leurs dirigeants, assistent impuissants à la dépréciation de leur monnaie et à la paralysie de leur commerce, espérant un miracle diplomatique qui semble chaque jour plus lointain.
La communauté internationale, quant à elle, observe avec une inquiétude grandissante cette escalade où chaque acteur semble avoir brûlé ses vaisseaux, ne laissant que peu de place au compromis. Le décompte vers l'expiration du cessez-le-feu a commencé, et avec lui, l'incertitude sur la suite des événements qui pourraient redéfinir la carte énergétique et politique du globe pour les générations à venir. Les forces en présence sont massées, les ordres sont donnés, et seule une percée inattendue à Islamabad pourrait désormais détourner la trajectoire de cette collision imminente entre deux puissances qui refusent de céder le moindre pouce de terrain dans ce théâtre d'opérations devenu planétaire.